Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'INRS. Je suis Fardine Abdourahmane, je suis expert et ergonome à l'INRS. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui, nous vous en remercions. Ce webinaire il est consacré au travail sur écran, un sujet qui touche un très grand nombre de salariés aujourd'hui en France. Nous y verrons ensemble les risques qui y sont associés et comment on peut les prévenir pour préserver la santé au quotidien. Sachez que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat et que cette présentation ainsi que le replay sera très bientôt disponible sur le site de l'INRS. Commençons par jeter un coup d'œil sur le sommaire de ce webinaire. Dans un premier temps, nous verrons ensemble comment reconnaître ces risques, quels effets ils ont sur la santé et de quelle façon on peut agir pour les prévenir. Tout d'abord, on parlera de l'implantation du poste de travail dans l'espace de travail. Nous verrons ensuite le choix des équipements, c'est-à-dire le plan de travail, le siège, l'écran, le clavier et la souris. Nous aborderons ensuite l'aménagement du poste de travail, c'est-à-dire comment s'installer sur le poste de travail, ou encore comment disposer les différents éléments que je viens de vous citer sur votre poste de travail. Et enfin, on parlera de l'organisation du travail. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui ? En France, on est plus de 8 salariés sur 10 à travailler sur un outil informatique à des fins professionnelles au quotidien. Plus de la moitié de ces salariés travaillent sur un ordinateur fixe et plus d'un tiers d'entre eux travaillent sur un ordinateur portable. Autrement dit, le travail sur écran concerne tous les secteurs d'activité, bien évidemment le tertiaire, mais aussi l'industrie. Et justement, parce que c'est devenu si courant, qu'il est important de comprendre ses effets sur la santé. Travailler plusieurs heures devant un écran peut avoir plusieurs effets sur la santé. On pense bien sûr aux troubles musculo-squelettiques, aux postures sédentaires, mais aussi à la fatigue visuelle et aux risques psychosociaux. À long terme, ces effets peuvent s'aggraver si rien n'est fait, d'où l'intérêt d'agir en prévention. Les troubles musculo-squelettiques, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle plus communément les TMS. Les troubles musculo-squelettiques touchent les tissus mous périarticulaires comme les muscles, les tendons, les nerfs et les ligaments. Ils se traduisent notamment sous forme de gêne, d'inconfort, de douleur. Ils se situent au niveau du cou, des épaules, du coude, des poignets et évidemment au niveau du dos. Ces douleurs, ils apparaissent souvent à cause des postures contraignantes qu'on peut avoir à notre poste de travail, des postures statiques prolongées, par exemple rester assis tout au long de la journée à son poste de travail, des gestes répétitifs, par exemple des clics sur la souris ou encore des frappes répétitives au clavier. On a aussi d'autres facteurs de risque tels que les ambiances physiques de travail ou encore les RPS. Au début, c'est des symptômes qui sont temporaires et qui cessent quand vous arrêtez votre activité. Mais par contre, si on ne change rien sur le poste de travail, par exemple, ces douleurs, ils peuvent s'installer sur la durée. On va parler des postures sédentaires. Une posture sédentaire, c'est quoi ? C'est le maintien dans le temps d'une posture assise, accompagnée d'une très faible dépense énergétique. À long terme, elle favorise l'apparition de certains troubles de santé, notamment des TMS, par exemple mal de dos, la prise de poids, des diabètes de type 2, des pathologies cardiovasculaires et voire, selon certaines études, certains cancers et certains troubles de la santé mentale. On pourrait lier cela, par exemple, à l'organisation du travail ou encore à l'aménagement du poste de travail, qui induit ce maintien prolongé de la posture assise et qui ne favorise pas la transition ou le changement, la variation de posture. Nous allons maintenant aborder la fatigue visuelle, un sujet que vous connaissez peut-être déjà. Elle se manifeste notamment sous forme de picotement ou sécheresse oculaire, une vision floue double, voire des maux de tête.
Les causes sont multiples. Le temps prolongé passé à l'écran, des reflets que vous pourrez retrouver sur votre écran de travail, des éblouissements ou encore des réglages d'affichage inadaptés. Par exemple, une luminosité de l'écran qui n'est pas bien réglée ou encore une résolution qui est inadaptée à l'activité que vous êtes en train de faire. C'est une fatigue qui est généralement transitoire, mais qui s'atténue quand on quitte l'écran des yeux. Mais par contre, ils peuvent revenir rapidement si les conditions ne sont pas corrigées. Voyons maintenant les risques psychosociaux. Ils se manifestent souvent sous la forme de stress, de troubles de la concentration ou encore de la fatigue. Les causes sont multiples. Quand les tâches sont nombreuses, quand les logiciels sont inadaptés à l'activité, ou encore quand il y a des dysfonctionnements techniques qui sont récurrents, ou travailler sous contrainte de temps par exemple. En gardant à l'esprit que ces facteurs de risque peuvent aussi être à l'origine des TMS. Rassurez-vous cependant, il existe de nombreux moyens d'action. Nous pouvons agir à la fois sur l'implantation du poste de travail et l'éclairage, sur le choix des équipements, sur l'aménagement du poste de travail et sur l'organisation du travail. Et on va commencer par parler de l'environnement du poste de travail et de l'éclairage. Alors, la lumière naturelle est toujours à privilégier. Idéalement, l'écran doit être placé à moins de 6 mètres des fenêtres pour bénéficier au maximum de la lumière du jour. Pour éviter les reflets et les éblouissements, l'écran doit être perpendiculaire aux fenêtres et à plus de 1,5 mètre de celles-ci. Enfin, il est utile d'installer des stores ou pare-soleil orientables qui permettent de réguler l'apport lumineux tout au long de la journée. L'objectif étant d'avoir une lumière qui est homogène, agréable et qui ne fatigue pas les yeux. Et quand la lumière naturelle ne suffit plus, par exemple en hiver ou dans des espaces peu lumineux, il est nécessaire de compléter par une lumière par un bon éclairage artificiel, excusez-moi. Par exemple, combiner un éclairage direct orienté vers le plan de travail à un éclairage indirect orienté vers les murs ou le plafond. Ce mélange est ce qu'on appelle un éclairage mixte. Il permet d'avoir un bon confort visuel. On peut aussi ajouter une lampe d'appoint qui est orientable. Ça permet de moduler la lumière en fonction des besoins de chacun. Cependant, cette lampe, elle doit pas être visible à l'œil de l'utilisateur pour éviter notamment l'éblouissement et les reflets qu'il peut y avoir sur l'écran. Enfin, chaque personne a des besoins différents selon l'âge, l'état de santé ou encore la sensibilité à la lumière. Donc, il est donc primordial que chacun puisse ajuster la disposition et l'intensité de sa lumière à son poste de travail. Pour synthétiser tout ce que je viens de vous dire, voici une implantation type d'un poste de travail dans l'espace. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut placer l'écran perpendiculaire à la fenêtre à plus de 1,5 mètre de celle-ci et à moins de 6 mètres pour bénéficier au maximum de la lumière du jour. Et il faut placer l'écran entre des rangées de luminaires pour éviter les éblouissements. Équiper les éclairages directs avec grille de défilement pour éviter les questions d'éblouissement aussi. Et vous pouvez compléter le poste ou l'éclairage avec une lampe d'appoint qui est orientable et réglable en intensité. Un autre point qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, c'est le choix des couleurs des surfaces. Donc choisissez un plan de travail, un mur, enfin des murs, le plafond, l'écran de couleur claire qui permet de diminuer les contrastes et des surfaces mates qui permettent de diminuer les reflets, qui diminuent ainsi la fatigue visuelle. Enfin, installer des stores ou pare-soleil à lamelles horizontales
permet de moduler l'apport lumineux tout au long de la journée. On a vu l'implantation et l'éclairage au poste de travail. On va maintenant voir les différents équipements de travail, le choix et les réglages. On va commencer par choisir et dimensionner le plan de travail. Tout d'abord, le plan de travail doit être adapté à l'activité et aux caractéristiques de l'utilisateur. Un plan de travail droit d'une profondeur d'au moins 80 cm et d'une largeur minimale de 160 cm est recommandé. Ces dimensions peuvent bien sûr évoluer en fonction du matériel que vous utilisez. Par exemple, un grand écran, ou encore, si on a plusieurs équipements, type 2 écrans, le téléphone, des documents, vous avez besoin de plus de place. N'oubliez pas, il faut privilégier une surface mate et claire qui permet de diminuer les reflets et ainsi diminuer la fatigue visuelle. Enfin, idéalement, le plan de travail doit être réglable, alors à minima ajustable en hauteur au moment de l'installation et préférablement électriquement réglable en hauteur qui permet aux salariés d'alterner entre posture debout, posture assise et de prévenir ainsi les risques liés aux postures sédentaires. Voyons maintenant le siège, comment choisir le siège et les réglages qu'il doit comporter. Avant tout, le siège doit être adapté à l'activité de travail et à l'utilisateur et aux caractéristiques de l'utilisateur. Il doit être équipé d'un pied à 5 branches et muni de roulettes qui est adaptée aux caractéristiques du sol. Par exemple, des roulettes molles pour un sol dur. L'assise doit être pivotante pour faciliter les mouvements. La hauteur doit être réglable pour permettre à l'utilisateur de pouvoir poser bien à plat au sol ses pieds ou éventuellement sur un repose-pied. La profondeur de l'assise doit être réglable, ça permet d'appuyer le bas du dos sans comprimer l'arrière des genoux. Le dossier doit être inclinable et réglable en hauteur, ça permet de bien soutenir la zone lombaire. Enfin, si le siège dispose d'accoudoirs, ils doivent être ajustables en hauteur et en profondeur. Ça évite de gêner le rapprochement du bord du bureau ou du plan de travail. En complément des sièges de travail traditionnels, des sièges de bureau traditionnels, et pour éviter de rester assis trop longtemps dans la même position, il existe des solutions dites dynamiques. Ces solutions permettent de varier les postures tout au long de la journée. Par exemple, certaines entreprises ont mis à disposition de leurs salariés des sièges ballons, des tapis de marche ou encore des steppers. Ces dispositifs permettent de rompre les postures sédentaires. En revanche, ils ne remplacent pas le siège classique de bureau. C'est vraiment un complément qui permet d'alterner les postures tout au long de la journée de travail. Leur utilisation doit vraiment être réfléchie avec le salarié en amont, selon la nature de son activité et dans l'environnement dans lequel il travaille. Par contre, ces dispositifs requièrent un bureau qui est facilement réglable en hauteur. Parlons maintenant du choix de l'écran et des différents réglages de l'écran. Bien évidemment, l'écran doit être adapté à l'activité que vous avez et correctement positionné sur le plan de travail. La taille de l'écran dépend selon l'activité qui est réalisée. Par exemple, pour du traitement d'image ou encore des plans, un grand écran est préférable. Par contre, si c'est de la bureautique simple, un écran standard suffit. L'écran idéal est mat, réglable en hauteur, orientable et inclinable. Ça permet d'ajuster facilement l'écran et ainsi éviter les reflets. La distance œil-écran est d'environ 50 à 70 cm, ce qui représente pour un écran standard le bras tendu devant soi. Ensuite, pour ce qui est la hauteur de l'écran,
il est mieux de placer la partie haute de l'écran au niveau de la hauteur des yeux. Et pour ceux qui portent des verres progressifs, il est conseillé d'abaisser légèrement l'écran. Ça permet de faire une lecture avec la partie inférieure des verres progressifs. Enfin, il faut privilégier un fond clair plutôt qu'un fond sombre. Ça fatigue bien moins les yeux. Parlons maintenant de l'utilisation de l'ordinateur portable. L'ordinateur portable est de plus en plus utilisé. Son usage prolongé, oblige souvent l'utilisateur à baisser la tête, à arrondir le dos ou encore à garder les épaules contractées. Ça peut entraîner des tensions au niveau de la nuque, des douleurs cervicales et encore des douleurs lombaires. De plus, la distance œil-écran n'est pas du tout respectée, ce qui peut entraîner de la fatigue visuelle. L'usage prolongé donc d'un ordinateur portable seul est déconseillé. Pour limiter donc ces effets, il est conseillé soit de connecter l'ordinateur portable à une station d'accueil avec un écran, un clavier et une souris qui est déportée, soit, si ce n'est pas possible, c'est de rehausser cet ordinateur portable à l'aide d'un support incliné, par exemple, pour avoir la partie haute de cet écran vraiment à hauteur des yeux. Et surtout, il est nécessaire d'avoir un clavier et une souris qui est externe. Les multi-écrans. Alors, l'utilisation de plusieurs écrans est de plus en plus fréquente, notamment dans les métiers administratifs, de conception ou encore de la gestion de données. Si le travail est effectué avec 2 écrans, il y a 2 cas de figure. Le premier, si un des 2 écrans est plus utilisé, l'écran qui est consulté principalement doit être placé vraiment en face de l'utilisateur. Et si les 2 écrans sont utilisés de façon équivalente, les 2 écrans doivent être placés côte à côte en face de l'utilisateur. Et si vous avez 3 écrans ou plus, les écrans doivent être placés en arc de cercle en face de l'utilisateur. Dans tous les cas, tous les écrans doivent être à même distance des yeux, à la même hauteur, proches les uns des autres, de taille similaire, et avoir les mêmes caractéristiques d'affichage. En ce qui concerne les claviers et les dispositifs de pointage, plusieurs points sont importants. Tout d'abord, ils doivent être adaptés à l'activité de travail, car on n'a pas tous les mêmes besoins selon les tâches qu'on est amené à réaliser. Il est préférable qu'il soit sans fil, ça facilite le positionnement sur le plan de travail et ça laisse plus de liberté de mouvement. Un clavier plat de couleur claire et mat permet d'une part de limiter les sollicitations au niveau des poignets et d'autre part d'éviter les reflets. Lorsqu'il n'y en a pas besoin de pavé numérique, un clavier compact permet de rapprocher votre souris du clavier et ainsi diminuer l'amplitude au niveau des épaules. Petite remarque, vous pouvez aussi placer votre souris entre le bord de la table et le clavier. Idéalement, le clavier doit être placé entre 10 et 15 cm du bord de la table, du bord du plan de travail, ce qui permet à l'utilisateur de pouvoir placer ses mains et ses avant-bras sur le plan de travail. Le choix dépend... Concernant les dispositifs de pointage, il en existe plusieurs. Souris classique, souris inclinée, souris verticale, le joystick ou encore le pointeur central. Le choix dépend vraiment de l'activité de travail et le confort que vous recherchez. Ou encore, dans certains cas, l'état de santé des salariés. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez prendre contact ou solliciter votre médecin du travail ou votre service de prévention et de santé au travail
pour vous aider dans ce choix. L'idéal, c'est de pouvoir tester plusieurs modèles dans le contexte réel du travail. Enfin, pour ceux qui hésitent entre la souris classique, la souris verticale ou encore la souris inclinée, le meilleur compromis reste la souris inclinée. Ça permet de placer l'avant-bras et le poignet dans une position plus naturelle et ainsi éviter les torsions. Sur cette diapo, on va vous montrer un exemple d'aménagement d'un poste de travail assis et un poste de travail debout, en sachant que le choix et les réglages des équipements qu'on a cités précédemment permettent de se rapprocher de ce type d'aménagement. Les points 1 à 6 concernent vraiment le poste assis et les points 7 à 10 concernent autant le poste assis que le poste debout. Donc on va prendre point par point ce qui est important. Donc les quelques repères. Donc en 1, les pieds doivent être bien à plat au niveau du sol ou sur un repose-pied. En 2, les cuisses sont bien à l'horizontale. En 3, l'arrière des genoux n'est pas comprimé par l'assise. En 4, le bas du dossier soutient bien la courbure naturelle du dos. En 5, le haut du dos est bien droit. Et en 6, les accoudoirs ne doivent pas gêner le rapprochement du plan de travail. Donc pour les points 7 à 10, le point 7, c'est les épaules sont relâchées. En 8, les bras et les coudes sont proches du tronc. En 9, les avant-bras et les mains sont bien placés sur le plan de travail. Et finalement, en 10, la tête de l'utilisateur est droite et la partie haute de l'écran est au niveau de ses yeux. Au-delà du poste de travail, lui-même, il y a la question de l'organisation du travail. Pour cela, l'employeur, ou plus généralement l'encadrement, doit planifier et répartir les charges de travail pour éviter les périodes trop intenses. Il doit aussi organiser des échanges réguliers sur les contraintes que peuvent rencontrer les salariés pour trouver ensemble des solutions. Il doit aussi réaliser des actions de sensibilisation, d'information et de formation à destination des salariés pour leur permettre de comprendre les enjeux liés au travail sur écran. Enfin, l'organisation du travail doit permettre aux salariés de pouvoir alterner le travail sur écran avec d'autres tâches et aussi la possibilité de faire des pauses actives. Et nous allons voir juste après qu'est-ce que c'est que des pauses actives. Alors, l'idéal, c'est de faire des pauses actives toutes les 30 minutes. Ça permet une récupération physique, visuelle et mentale. Alors, ça ne veut pas dire arrêter de travailler. Il s'agit de changer de posture, de se lever, se marcher, bouger, s'étirer, de quitter l'écran des yeux. Par exemple, aller chercher un document ou encore passer un appel en marchant. Ce sont des gestes simples, mais qui ont un effet immédiat sur la fatigue visuelle, la tension musculaire, la concentration et bien évidemment sur les postures sédentaires. Le message à retenir ici, c'est vraiment qu'il faut bouger régulièrement. Alors, on a fini pour tout ce qui est recommandations. Vous pouvez retrouver toutes ces recommandations qu'on a vues aujourd'hui dans l'ED 6538, qui est un guide pratique en accès libre sur le site de l'INRS. Vous avez aussi l'ED 24 qui donne des recommandations plus détaillées et l'ED 6420 qui parle notamment des dispositifs de pointage. L'INRS propose aussi des dossiers thématiques sur le travail sur écran, les TMS, les postures sédentaires et le travail de bureau. Vous avez aussi des webinaires de l'INRS sur les sujets tels que les TMS ou encore les postures sédentaires.
Vous pouvez aussi vous référer aux articles R4542-1 à 19 du Code du travail qui définissent les règles applicables au travail sur écran. Et enfin, à des fins de sensibilisation, vous pouvez télécharger en format numérique les nouvelles affiches travail sur écran ou encore les commander via votre CARSAT régional ou sinon via le formulaire de commande de l'INRS sur le site de l'INRS. Je vous propose maintenant de répondre à quelques questions, des questions que vous avez posées sur le chat. Je vais regarder les questions qui ont été posées et je vais y répondre. Alors, on a eu des questions sur le télétravail, notamment. Alors, en ce qui concerne le télétravail, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais répondre de façon globale. Pour le télétravail, les principes restent les mêmes qu'en présentiel. L'employeur reste responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, même quand il travaille à domicile. Il devra accompagner donc ses équipes pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Souvent, les postes à domicile sont inadaptés. Le mobilier n'est pas adapté au travail sur écran, ou encore on utilise souvent un ordinateur portable simple ou seul. On a aussi des assises qui ne sont pas forcément très confortables. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aménagement doit se rapprocher le plus possible de celui d'un bureau. Il existe des solutions simples comme rehausser son ordinateur portable à l'aide de livres ou encore d'utiliser une table normale plutôt qu'une table basse. Et ce qui est important, si vous avez la possibilité, c'est d'avoir un clavier et une souris qui est externe. Il faut aussi retenir que il faut penser à changer régulièrement de posture ou encore intégrer des vraies pauses. Il y a certaines entreprises qui prévoient d'ailleurs une dotation de matériel ergonomique dans le cadre de leurs accords ou encore une enveloppe financière qui permet d'acquérir du matériel dit ergonomique. Voilà un petit peu pour le télétravail. On va voir s'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions qui ont été posées sur d'autres sujets. Alors... Alors, il y a une question de Madame Christelle Gras sur les retours sur les écrans incurvés. Je vais répondre sur les grands écrans ou les écrans incurvés de grande taille. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de risque particulier pour ces types d'écrans. Ça permet d'apporter un confort visuel relatif. Parfois, c'est utilisé pour remplacer 2 écrans. L'important, c'est de choisir cet écran en fonction des tâches qu'on est amené à réaliser. L'aménagement doit prendre en compte cet écran de grande taille et parfois, ça peut nécessiter plus de recul. Il faut donc avoir un plan de travail qui est plus grand. Il faut aussi savoir qu'un écran incurvé de grande taille n'est parfois pas la solution. C'est pas mieux que d'avoir 2 écrans, par exemple. C'est vraiment les usages et les besoins qui définissent son plus-value. Nous vous conseillons vivement de faire une analyse de l'activité qui va vous permettre de choisir ou de définir l'écran qui est le plus adapté à votre activité. Je pense que j'ai répondu à plusieurs personnes qui ont posé des questions sur ce sujet. Il y a aussi des questions qui ont été posées sur le siège ballon et le Swiss Ball. Madame Delphine Bourlier qui a demandé s'il est conseillé d'utiliser de temps en temps un ballon à la place d'un fauteuil. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le siège ballon ou le Swiss Ball, comme on l'appelle, ne remplace pas un siège de bureau. Il est complémentaire et ça permet de diminuer les postures sédentaires. Ça permet aussi de varier les postures tout au long de la journée de travail. Et dû à son instabilité et le fait qu'il n'y ait pas de dossier,
ça sollicite davantage les muscles posturaux. Mais sur la durée, ça peut avoir aussi un inconfort musculaire. Donc, un point important, c'est que il faut choisir la hauteur du ballon, ou la taille du ballon, si vous voulez, en fonction de votre taille. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la posture sur un siège ballon doit se rapprocher au maximum de la posture qu'on peut avoir sur un siège classique de bureau. Et contrairement à un siège de bureau, le siège ballon n'est pas réglable. Donc, il faut que votre bureau ou votre plan de travail soit vraiment réglable en hauteur. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez consulter la QR 139 sur le site de l'INRS. On a aussi des questions qui ont été posées sur les subventions et les aides financières, Monsieur Thierry André. Alors, en matière de prévention, il n'existe pas d'aide financière spécifique pour acquérir du matériel dit ergonomique. Cependant, la Caisse d'assurance maladie risque professionnel, excusez-moi, propose une subvention qui permet de financer certaines actions de prévention. Par exemple, un diagnostic ergonomique réalisé par un ergonome ou encore un aménagement de poste à la demande du médecin du travail. Vous pouvez aussi faire des actions de formation ou de sensibilisation à destination des salariés. Je vais prendre encore une question qui demande, doit-on faire appel à un ergonome pour modifier les postes de travail? Vous pouvez effectivement faire appel à un ergonome pour faire un aménagement de poste ou éventuellement une étude de poste. D'ailleurs, certains services de santé, de prévention et de santé au travail ont chez eux des ergonomes qui peuvent vous aider dans cette démarche. Voilà un peu pour les questions. Si jamais vous avez des questions qui subsistent et auxquelles on n'aurait pas répondu, soit par les modérateurs, soit par moi durant la présentation, vous pouvez poser une question, ou poser plusieurs questions si vous voulez, sur le site de l'INRS via la rubrique Assistance de l'INRS. Sachez que vous recevrez aussi un questionnaire. Merci de prendre quelques secondes pour y répondre. Comme je vous l'ai dit au début, cette présentation ainsi que ce webinaire sera disponible en replay bientôt sur le site de l'INRS. Enfin, sachez que le 3 février 2026 à 11 h, il y a le webinaire Conception des espaces de bureau qui traitera plus globalement des locaux de travail. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire pour y participer. Alors, nous avons terminé ce webinaire, nous avons passé plus ou moins 30 minutes et nous avons essayé de respecter nos propres recommandations. Donc, je vous invite à vous lever de votre siège, de quitter l'écran des yeux et à bouger. Merci beaucoup pour votre présence et au revoir.